Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle immersion analytique. On est aujourd'hui le dimanche 29 mars 2026. Bonjour à tous. Et la question qui va guider notre exploration d'aujourd'hui, elle est assez vertigineuse en fait. Quel est le lien direct entre l'explosion d'une étoile supergéante et la création du tout premier système d'impôt par un État humain? Oui, a priori, on se dit qu'il n'y a absolument aucun rapport, quoi. C'est clair, on a l'astronomie d'un côté qui regarde le ciel et l'histoire de l'autre qui regarde les sociétés. Voilà, on adore compartimenter le savoir, la physique dans un tiroir, la biologie dans un autre. Mais en réalité, notre univers s'en fiche complètement de ses frontières disciplinaires. Tout est traversé par un seul et même courant. Et c'est exactement la mission de cette immersion, pour ceux qui nous écoutent. On va synthétiser des travaux massifs tirés de l'almanach scientifique de 2011 qui s'intitule Évolution, cosmique, biologique et sociale. Un ouvrage de référence, ouais. L'objectif, c'est de comprendre ce qu'on appelle la grande histoire, la big history en anglais. C'est un raccourci mental monumental pour saisir 13,7 milliards d'années d'évolution, du Big Bang jusqu'à nos sociétés modernes. Et bonne nouvelle, notre auditeur n'aura pas besoin d'un doctorat en astrophysique pour suivre. C'est ça. Nos sources présentent un méga paradigme évolutif. Le mot fait un peu peur, mais l'idée est super élégante. L'univers, c'est une chaîne ininterrompue de transformation. On part d'un chaos absolu pour aller vers des trucs de plus en plus complexes. Chose. L'énergie et la complexité. Alors, décortiquons un peu la mécanique. Pour passer d'une soupe de particules à une civilisation, il faut regarder la monnaie d'échange universelle. Et selon le chercheur Fred Speer, dont on analyse les textes aujourd'hui, cette monnaie, c'est l'énergie. L'énergie, voilà. Mais on tombe tout de suite sur un paradoxe massif. Un truc qui devrait rendre notre existence littéralement impossible, la seconde loi de la thermodynamique. Ah, la fameuse. Ouais. Cette loi dicte que l'univers tend inexorablement vers le désordre, ce qu'on appelle l'entropie. Donc, si on laisse les choses à elles-mêmes, elles se dégradent, c'est ça? Tout à fait. La chaleur se dissipe, un château de sable s'effondre avec le vent, une vieille voiture finit par rouiller, l'univers veut juste être un brouillard froid et sans structure. Et du coup, la grande énigme, c'est si tout est programmé pour se désintégrer, comment une galaxie spirale ou un être vivant peuvent seulement exister? C'est la grande question. Et la réponse de Spillet, elle est redoutable de simplicité. La complexité ne brise pas les lois de la physique. Elle utilise une faille dans le système. Une faille? Oui, l'univers est en expansion. Et cette expansion agit comme une gigantesque poubelle à entropie. Ah, une poubelle cosmique. Ah, j'adore cette image. C'est exactement ça, une poubelle. À chaque seconde, l'expansion crée de l'espace vide et glacial. Et ce vide infini absorbe la chaleur rejetée par les processus physiques. Donc si l'univers ne grandissait pas, ça deviendrait juste une soupe brûlante où rien ne pourrait se former, quoi. Exactement. Grâce à cette poubelle, des poches de complexité peuvent s'organiser localement. Une planète peut devenir superstructurée à condition, et c'est la seule condition, de rejeter son désordre, sa chaleur, dans le vide de l'espace. La complexité se paye toujours par un rejet de chaleur, en fait. Mais au sein de ces poches, nos sources font une vraie différence entre la matière inanimée et la vie. Oui, c'est une distinction cruciale. Parce qu'une étoile, c'est massif, c'est violent, mais au fond, ça subit juste la gravité. Ça brûle une réserve fermée. Alors que la biologie, ça marche pas du tout comme ça. Non, la matière inanimée est totalement passive face à l'énergie. La vie, par contre, c'est le premier phénomène qui aspire activement l'énergie pour survivre. Ah ouais, un organisme vivant n'a pas de réserve éternelle. Voilà. Il doit pomper en continu un flux extérieur. Des photons pour une plante ou des calories pour un animal. S'il arrête de pomper, il perd son combat contre l'entropie, il meurt et il retourne au chaos. Et ce besoin de pomper l'énergie parfaite, c'est ce qui nous amène au fameux principe de boucle d'or, c'est bien ça, hein? Tout à fait. Le principe de boucle d'or. Moi, je vois ça comme essayer de boire à une lance à incendie comparée à une petite fontaine cassée. Si le flux d'énergie est trop fort, comme la lance à incendie, ça détruit la structure. C'est ça. On ne peut pas assembler de l'ADN à la surface du Soleil. La violence de l'énergie disloque les atomes. Et à l'inverse, si le flux est trop faible, genre dans le vide spatial, il se passe rien du tout, tout gèle. Donc la complexité ne peut émerger qu'aux marges. Exactement.
aux marges. C'est pour ça que la complexité extrême n'est pas au centre des brasiers stellaires, mais à la surface des petites planètes rocheuses. Et pour mesurer ça, le chercheur Eric Chaisson introduit une métrique vraiment centrale pour notre exploration, la densité de puissance. Il faut vraiment s'arrêter là-dessus parce que c'est la clé de voûte du concept. La densité de puissance n'est pas la quantité totale d'énergie, c'est bien la quantité d'énergie par seconde qui traverse une masse donnée. C'est ça, Ève? Oui, c'est un ratio. C'est l'énergie divisée par la masse. Ça permet de comparer l'efficacité d'un simple grain de blé avec celle d'une galaxie entière. D'accord. Et c'est cette métrique qui explique pourquoi la surface de la Terre est devenue le théâtre de l'évolution biologique. Exactement. Mais avant de trop flatter notre ego terrestre, les chiffres de l'almanach calment un peu. La biologie à l'échelle de l'univers, c'est microscopique. Ah oui, c'est une poussière. L'analogie du livre est marquante. Imaginez que la masse totale de la Terre, ce soit une voiture moyenne garée dans la rue. Ok, je l'ai. Eh bien, si on prend toute la biosphère, toutes les forêts, les océans, les éléphants, tous les humains, ça pèserait seulement le poids d'un minuscule éclat de peinture tombé de cette voiture. Un seul éclat de peinture pour toute la vie sur Terre. C'est fou. C'est une anomalie statistique indétectable. Mais, et c'est là que c'est brillant, avec la lunette de la densité de puissance, ce petit éclat de peinture est le truc thermodynamique le plus agressif qu'on connaisse. Ah ouais, hein. Bah oui, regardez le Soleil. C'est un réacteur nucléaire géant, mais sa densité de puissance est d'environ 0,0002 watts par kilo. C'est très bas. IMO, qui mangent les plantes pour voler leur énergie, il grimpe autour de 2 watts par kilo. Attendez. Ça veut dire qu'un mammifère tourne à un régime des milliers de fois plus chaud par kilo que le cœur de notre étoile? Mathématiquement, oui. Mais comment c'est physiquement possible sans qu'on prenne feu spontanément? Le paradoxe s'efface quand on regarde l'architecture de la matière. Le Soleil, c'est à 99,9% de la masse inerte. La majorité de son volume ne produit rien, il est juste là, écrasé par la gravité. Alors que l'animal... L'animal est une machine hyper optimisée. Chaque gramme de son corps est rempli de milliards de cellules qui sont comme des mini-moteurs tournant à plein régime. Il canalise l'énergie frénétiquement pour maintenir sa température, fuir, chasser. Un véritable entonnoir énergétique, quoi. Et le sommet de cette course, selon nos sources, c'est le cerveau humain. C'est lui le champion de la densité. Oh oui, les chiffres donnent le vertige. Le cerveau, c'est 2% du poids du corps, mais il engloutit plus de 20% de notre énergie. Il opère à 15 watts par kilo. 15 watts par kilo. Oui. Toute l'histoire de l'évolution biologique, c'est une quête implacable pour développer des structures capables de capter des flux d'énergie toujours plus denses. Mais il y a un coût caché. Le fameux compromis physique. Voilà. Plus une espèce devient complexe, plus elle a besoin d'un flux d'énergie massif, et donc plus elle devient dépendante et vulnérable à son environnement. Donc, une bactérie qui demande très peu d'énergie peut survivre des milliards d'années. C'est ça, elle peut se mettre en sommeil, alors qu'un grand prédateur, hyper complexe, a besoin d'une chaîne alimentaire parfaite. Au moindre dérèglement climatique, pouf, la structure s'effondre. L'hypercomplexité raccourcit la durée de vie à l'échelle géologique, en fait. Mais une fois qu'on arrive à ce cerveau à 15 watts par kilo, l'évolution biologique heurte un mur, non? Un vrai plafond de verre thermodynamique. Le corps humain ne peut pas gérer beaucoup plus de 4000 ou 5000 calories par jour. Si on en mange 10 000, on ne devient pas plus intelligent. Non, on prend juste de la graisse ou on tombe malade. Exactement. Donc pour continuer cette courbe de complexité, l'humanité a dû inventer un truc totalement inédit. Puisqu'on ne pouvait plus absorber l'énergie physiquement, il a fallu l'externaliser. Et c'est là qu'intervient la culture. Enfin, selon le chercheur Václav Smil. Oui, la fonction première de la culture. Mais thermodynamiquement parlant, la culture, c'est pas l'art ou la philo. C'est carrément un cheat code biologique. Un code de triche face à l'évolution. J'aime beaucoup cette image du cheat code, oui. C'est exactement ça. Au lieu d'attendre des millions d'années que notre ADN nous donne une fourrure épaisse pour survivre au froid, on utilise notre intelligence pour chasser un loup et lui piquer sa peau. On invente le manteau. Voilà, la culture agit comme un logiciel dans notre cerveau. Elle nous permet de manipuler les flux énergétiques sans modifier notre corps, et avec ça, la progression est stupéfiante. Les premiers chasseurs-cueilleurs, juste en maîtrisant le feu, ont fait grimper la densité à 5 watts par kilo. Parce que le feu prédigère la nourriture en la cuisant. C'est ça économise l'énergie de notre estomac et ça nous chauffe de l'extérieur. Et après, il y a la révolution agricole. Et là encore, les sources nous forcent à changer de perspective.
Un champ de blé, ce n'est pas une ferme bucolique, c'est une centrale énergétique. C'est un processus purement extractif. Un champ, c'est un immense panneau solaire biologique. On détruit les mauvaises herbes, on tue les insectes, tout ça pour forcer 100% des photons solaires à nourrir une seule plante qui nous intéresse. Et ce détournement d'énergie massif permet une explosion démographique. On passe entre 16 et 26 watts par kilo. Et avec tous ces humains au même endroit, on franchit un nouveau palier, la naissance de l'État. Un tournant assez cynique d'ailleurs. Oui, parce que selon les textes, l'État ne naît pas d'une belle volonté de justice. Il naît d'un calcul purement thermodynamique. À un moment, une élite comprend qu'il est plus rentable d'extraire l'énergie d'autres humains que de cultiver la terre. Sans aucun jugement moral de la part des chercheurs, la fiscalité, l'esclavage, la conscription militaire, ce sont juste des pompes à énergie. L'État primitif, c'est un entonnoir qui aspire le surplus calorique des masses pour financer des armées ou des temples. L'histoire des civilisations, c'est la lutte pour contrôler ces réseaux d'énergie. Et ça devient littéralement exponentiel avec la révolution industrielle. On découvre un miracle, les combustibles fossiles. Le charbon, puis le pétrole, c'est-à-dire des millions d'années de rayonnement solaire préhistorique compressés sous terre. En brûlant ça, on passe à 50, voire 200 watts par kilo pour les sociétés les plus avancées. Et ça nous permet de créer des microclimats artificiels. C'est fascinant comme perspective. On ne s'adapte plus au climat, on impose le nôtre. On chauffe nos maisons à 20 degrés quand il neige, on fabrique des frigos pour suspendre la pourriture. On fait même des combinaisons spatiales, qui sont des bulles de terre flottant dans le vide. Mais on se heurte au paradoxe du début. Plus on dissipe de l'énergie pour maintenir ce confort, plus on génère de l'entropie, donc du désordre. La fameuse chaleur qu'on rejette dans la poubelle cosmique. La chaleur, oui, l'espace peut l'absorber. Le problème, c'est l'entropie matérielle. Les plastiques, les déchets chimiques, les gaz à effet de serre. La biosphère fonctionne avec une chimie lente. Elle ne sait pas recycler ses composés artificiels. Donc, le désordre s'accumule localement sur Terre. Et socialement aussi, cette machine globale détruit les poches de complexité locale, non? Absolument. Les cultures indépendantes, les savoir-faire autonomes, tout est avalé et homogénéisé par la grande machine énergétique globale. Face à cette dynamique implacable, on pourrait croire que l'histoire humaine est un drame plein de libre arbitre et de décisions aléatoires. Mais là, l'anthropologue Robert L. Carnero fait une comparaison qui renverse tout. Il démontre que nos sociétés imitent le cycle de vie des étoiles. Ça a l'air fou, mais ça repose sur une rigueur scientifique stricte. L'astronomie et l'anthropologie font face au même défi. On ne peut pas observer un sujet sur toute sa vie. Un astronome ne peut pas regarder une étoile vieillir pendant des milliards d'années. Donc ils observent plein d'étoiles différentes en même temps. La méthode comparative, avec le diagramme de Hertzsprung-Russell. Exactement. Et les anthropologues utilisent la même méthode. En étudiant simultanément des tribus isolées, des chefferies agricoles et des États modernes, ils reconstruisent la ligne temporelle de l'évolution humaine. Oui, c'est la confirmation de notre règle. Plus une structure est petite et peu exigeante, plus elle est stable. Les naines rouges vivent des centaines de milliards d'années et les petits villages de chasseurs ont duré des dizaines de milliers d'années sans s'effondrer. Parce qu'ils demandaient presque rien à leur environnement. Mais l'univers pousse vers la complexité. Que se passe-t-il quand il veut créer une étoile plus massive? Ils doivent forcer la fusion nucléaire. Les atomes d'hydrogène se repoussent naturellement. Pour vaincre cette répulsion, l'étoile utilise une gravité et une chaleur infernales. Et le parallèle avec nous, c'est quoi? Les villages autonomes se repoussaient aussi? Exactement. Historiquement, ils défendaient farouchement leur indépendance. Pour créer un État plus vaste, il a fallu vaincre cette autonomie. Et la chaleur nécessaire pour forcer cette fusion sociale. Ce fut la guerre. Voilà. La coercition militaire a agi comme la gravité d'une étoile, écrasant les résistances pour fusionner des dizaines de villages en une entité politique plus dense en énergie. Bon, le parallèle esthétique est sublime, c'est sûr, mais je dois faire l'avocat du diable. Les étoiles obéissent aveuglément à la physique. Les humains, eux, ont une culture, des émotions, un libre arbitre. On ne peut pas réduire la chute de Rome à une équation thermodynamique, si. C'est un super point, et c'est le grand débat académique de nos sources. Carneiro ne nie pas le libre arbitre. Il fait la distinction entre évolution unilinéaire et multilinéaire. Ah, c'est-à-dire? L'astronomie est unilinéaire. Une masse de gaz X donnera toujours exactement une étoile Y. L'évolution humaine, elle, est multilinéaire. Le libre arbitre sculpte les institutions, la religion, la culture.
L'empire Inca n'a pas la même architecture que la dynastie Han, Donc le libre arbitre donne la couleur locale en fait. précisément. Mais, et c'est là que la physique revient face à l'augmentation de la masse sociale, c'est-à-dire la densité de population, une loi systémique prend le dessus. Quand la population explose, les problèmes de distribution et de conflit explosent aussi. Et là, la société n'a que deux options. C'est ça. Soit elle s'effondre dans le chaos, soit elle se structure de manière hiérarchique en captant massivement plus d'énergie pour financer cette nouvelle complexité. Les détails culturels varient, mais la mécanique de l'atome jusqu'à l'empire mondial reste inévitable. Waouh, le souffle de cette vision est incroyable. Notre exploration touche à sa fin et on a balayé 13,7 milliards d'années d'une traite. De la soupe post-Big Bang à la poubelle cosmique, en passant par le cerveau humain à 15 watts par kilo, pour finir par la géopolitique qui imite la fusion des étoiles supergéantes. Ça fait beaucoup à digérer. Mais la vraie valeur de cette grande histoire, c'est le prisme analytique. Quand on comprend ça, on ne lit plus du tout l'actualité de la même façon. C'est clair. Notre monde hypermondialisé, avec ses crises énergétiques, ce n'est pas une anomalie. C'est juste le stade le plus récent et le plus dense en énergie d'un vieux modèle d'auto-organisation cosmique. C'est comme mettre des lunettes astronomiques pour regarder les infos, quoi. Les empires consomment, s'étendent et s'effondrent sous leur propre complexité, par obéissance à la thermodynamique. Comme les étoiles supergéantes qui brillent de façon phénoménale, mais brûlent leurs réserves à une vitesse suicidaire. Oui, la complexité se paie toujours par la fragilité. Et ça mène inévitablement à notre question finale pour ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, notre civilisation carbure à la tirelire saignée des énergies fossiles. Que se passera-t-il lorsqu'on heurtera la limite absolue de l'énergie que notre planète peut fournir? Est-ce que la civilisation va s'effondrer dans sa propre entropie sociale? Ou est-ce que cette quête inextinguible d'énergie va nous forcer, mécaniquement, à trouver une nouvelle poubelle cosmique au-delà des étoiles pour survivre? C'est une réflexion cosmique qu'on vous laisse pour nourrir votre esprit. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine immersion.